Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom de TVI Liberté. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir David Engels. Bonjour monsieur. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur TVL. Vous êtes historien bien connu de nos téléspectateurs, professeur d'université, auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Le dernier en date, Défendre l'Europe civilisationnelle, vient de paraître chez Salvatore, un ouvrage que vous pouvez bien entendu retrouver sur notre boutique en ligne tvl.fr. Ma première question est toute simple et en même temps assez complexe, David Engels. Qu'est-ce que la civilisation européenne? Ah, en effet, en effet. Bon, très souvent, on a évidemment une explication purement historique. On va nous dire, voilà, il y a des strates d'identité qui commencent quelque part dans le monde biblique pour passer par la Grèce de l'Antiquité, Rome, le christianisme, etc., pour finalement arriver à la civilisation européenne. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait juste non plus. Moi, je vois dans l'Europe beaucoup plus que tout simplement la somme de ces différentes composantes historiques. Pour moi, l'Europe, ou en tout cas la civilisation européenne, constitue véritablement une civilisation qui a sa psychologie très particulière, qui a une mentalité qu'on peut très difficilement exporter ou assimiler ou autre chose. Et cette mentalité-là, je l'identifie souvent à ce qu'on appelle la pulsion ou l'élan faustien. Donc cette volonté finalement typiquement européenne et qui nous distingue notamment à la fois des Grecs et des musulmans et des Chinois et des Indiens, implique qu'on est constamment dans une recherche de se dépasser, dans une quête. Déjà, cette notion de quête est déjà presque intraduisible dans d'autres langues. Donc, cette quête vers quelque chose de supérieur. Et donc, cette quête, ou en tout cas cet élan faustien, il a évidemment un côté positif et un côté sombre. Il a un côté positif qu'on voit notamment dans la quête de la transcendance, de l'absolu, de Dieu, de l'âme, notamment dans le Moyen-Âge. Il a aussi un côté très sombre quand cette quête, elle se dirige non plus vers l'intérieur, ou en tout cas vers la transcendance, mais plutôt vers la pure matière. Donc là, évidemment, tout ce qui est la deuxième phase de notre civilisation européenne, qui est une phase où finalement la transcendance elle est remplacée par l'immanence, où la théologie, pour ainsi dire, est remplacée par la science, Dieu par l'être humain, et donc tout se tourne plutôt vers la matière et implique d'un côté des immenses découvertes technologiques et scientifiques, mais d'un autre côté évidemment aussi tout le côté sombre qu'on connaît dans l'Europe. Mais les deux font partie, je dirais, des deux côtés de la médaille de notre psychologie, et je crois qu'il s'agit là vraiment d'une notion qui est à la racine même de notre civilisation, qui dès lors, pour moi, ne commence pas comme le veulent beaucoup d'analystes dans l'Antiquité, mais pour moi commence plutôt avec la rénovation carolingienne, peut-être même ottonienne, et donc cette notion de rénovation de l'Empire qui donne le véritable point de départ à notre civilisation. De mémoire, Aragon disait que la quête d'absolu condamne l'homme au malheur. Est-ce aussi la raison du malaise des Européens, de leur difficulté à traverser l'époque aujourd'hui? Oui, condamne au malheur, ça dépend évidemment vers où on le dirige. Si cette quête-là, elle est dirigée, comme ce fut le cas pendant au moins un demi-millénaire, vers la quête de la transcendance, de Dieu, donc chez nous, dans la civilisation européenne, sous forme évidemment de christianisme, vers la connaissance de l'absolu et vers la volonté justement de reposer ou de faire reposer sa propre âme dans la divinité, alors là, je dirais que non, cette quête, elle est absolument bénéfique. Mais évidemment, quand elle se retourne sur la pure matière, quand elle se consacre uniquement à la pure quantité, alors là, évidemment, on voit tout le côté sombre, et de ce côté-là, je serais certainement d'accord. Et évidemment, ça explique aussi la situation d'aujourd'hui, parce que souvent, on a l'impression que les choses ont tourné mal dans peut-être les dernières décennies, ou quelques autres vont vous dire non, tout ça commence déjà dans le totalitarisme, d'autres vont vous dire que c'était la Révolution française qui était en cause, encore d'autres la réforme protestante, mais au final,
les racines du problème aujourd'hui sont très multiples et remontent donc très loin dans l'histoire. Et moi, je dirais que ce qui a commencé au XVIe siècle avec l'attitude presque héroïque de vouloir dévier l'attention de Dieu plutôt vers l'humain et de fonder un genre d'humanisme vraiment convaincu et idéaliste, ben, ça a commencé, comme je disais, comme une épopée presque héroïque. Mais à fur et à mesure que cet humanisme s'est totalement détaché de toute notion de transcendance, on a vraiment différentes étapes où d'humanisme on est arrivé à pur matérialisme, de là on est arrivé à relativisme, puis on a connu le nihilisme, et là aujourd'hui on est dans le wokisme, qui en est finalement la conséquence ultime. Et je crois que le problème que ressentent beaucoup d'Européens aujourd'hui, et surtout le problème identitaire qu'ils ressentent, il est justifié par le fait que durant notre histoire plus que millénaire, ben on a épuisé toutes les possibilités. On a épuisé la transcendance, on a épuisé la matière, on est arrivé à un stade où nos propres idéaux se sont menés à l'absurde, et donc on se demande, mais comment est-ce qu'on peut continuer sans retourner quelque part sur nos pas, ce qui est évidemment extrêmement difficile. Et donc dès lors aussi, cette impression d'être d'impasse, qui je crois d'ailleurs n'est pas spécifique à notre civilisation, mais qui est plutôt une étape que toutes les grandes civilisations connaissent, car dans mon travail, surtout de philosophe de l'histoire et d'historien comparé des grandes civilisations, j'ai pu voir, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire aussi, que toutes les grandes civilisations sont passées par ces différentes phases pour aboutir finalement dans cette impasse civilisationnelle qui génère évidemment les immenses crises que nous avons vécues ces dernières décennies, surtout évidemment au XXe siècle, et qui aujourd'hui culmine dans une crise identitaire gravissime qui aura, je le crains, aussi des conséquences matérielles que d'ailleurs on sent de plus en plus, surtout dans un pays tel que la France. Justement, David Engels, n'est-ce pas trop tard pour sauver la civilisation européenne? Et question subsidiaire, au regard du dégoût que l'actualité européenne inspire parfois, la civilisation européenne mérite-t-elle seulement d'être sauvée aujourd'hui? D'abord, elle le mérite évidemment parce qu'elle est la nôtre, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas d'alternative, c'est la seule civilisation que nous connaissons, nous en faisons part. Bon, évidemment, il y a toujours eu des personnes qui ont voulu totalement s'immerger dans d'autres civilisations et presque devenir chinois, musulmans, indiens, autre chose. C'est possible, évidemment, avec un immense effort essentiellement scientifique, mais ce n'est pas la voie, évidemment, de la plupart des Européens, et surtout, je crois que c'est aussi notre devoir de défendre cette civilisation coûte que coûte, même si on était absolument sûr de sa défaite ultime. C'est comme défendre son pays, sa nation, sa religion, son terroir, sa famille. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité. Renier ces éléments-là, ça impliquerait à se renier nous-mêmes et surtout à commettre une immense gifle dans le visage de tous nos ancêtres qui, pendant des siècles, ont travaillé, ont souffert, sont morts aussi, pour construire justement cette civilisation avec tout le côté sombre et aussi tout le côté lumineux qu'elle puisse avoir. Donc c'est notre devoir de travailler pour l'Europe, et en plus, je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit déjà arrivé à la fin. Justement, l'histoire comparée aussi des grandes civilisations nous montre que chaque grande civilisation, après une première phase plutôt thétique, plutôt axée sur la transcendance, et un genre de phase antithétique axée sur la matière, nous avons un genre de synthèse, certes très courte, souvent rétrospective, qui est plutôt un genre de point final que véritablement en renouveau, mais quand même une synthèse extrêmement importante parce qu'elle donne sens à l'entièreté du passé qui la précède. Et cette synthèse-là, moi je l'ai souvent essayé de la définir par le retour conscient à la tradition, ou le retour rationnel à la tradition. Ce qui peut sonner
d'un premier point de vue d'abord paradoxal, hein, parce que la tradition c'est quelque chose d'hérité, d'instinctif, qu'on ne met pas en question parce que c'est là tout simplement, alors qu'un retour conscient, délibéré à la tradition peut sembler comme étant un peu une opposition, mais je crois que c'est justement ça la nature de la synthèse, et d'ailleurs dans tout système dialectique aussi qui est typique pour cette synthèse, qui est une phase finalement où ce conflit entre tradition et raison est transcendé, sublimé et finalement aussi finalisé, si on veut, par ce retour conscient de l'homme européen qui réalise, et je crois qu'il y en a de plus en plus qui réalisent, surtout chez les jeunes, que cette croyance aveugle en la raison, en l'humain, qui serait la mesure de toute chose, en l'esprit, en les sciences, est en train de générer un monde absolument horrible, inhumain, et que finalement c'est uniquement la tradition, dans le sens large, et d'ailleurs aussi le retour à Dieu, à la transcendance, qui peut fonder seulement un vrai humanisme. Et je crois que cette phase finale, on la connaît dans toutes les grandes civilisations, on la connaît dans le Principat augustéen et le début de l'Empire romain, on la connaît dans la dynastie des Han en Chine, on le connaît chez les Gupta en Inde, on le connaît dans le règne de Khosroès Ier et ses successeurs en Iran, on le connaît chez les Ramessides en Égypte. Bref, à la fin de toute grande civilisation, on a ce retour délibéré, cette restauration consciente de la tradition en tant que point final, et il me semble que c'est plus ou moins vers là que se dirigera aussi la civilisation européenne. Mais évidemment, ce sera une transition qui, comme dans toute grande civilisation, ne sera pas paisible, pacifique, organique, mais qui passera par des grandes crises, telles que j'ai essayé aussi de décrire dans mon livre Le Déclin, sur les correspondances entre la crise aujourd'hui et la crise de la République romaine tardive, qui est justement l'un des nombreux exemples d'une telle transition vers une synthèse finale. Un petit point conceptuel, David Engels, cette conciliation entre les racines et la modernité, vous lui donnez un nom, c'est l'espérialisme. Oui, tout à fait, même si, bon, je crois que la notion d'espérialisme, telle que je l'ai développée, est censée pouvoir être même utilisée d'une manière, disons, un peu déconnectée aussi du contexte philosophique que j'essaie d'y donner. A priori, cette notion d'espérialisme veut tout simplement signifier une chose, et ça, c'est le patriotisme européen. Mais un patriotisme qui n'est pas patriotisme bruxellois, soit disant valeurs européennes qui sont évidemment des valeurs très spécifiques, humanistes, universalistes, etc., et qui consistent juste en un accord avec la réalité de l'Union européenne. Ma vision plutôt de patriotisme européen est un patriotisme plutôt identitaire européen, c'est-à-dire qui accepte les 1000 ans d'histoire qu'a vécu cette civilisation, qui essaie justement de puiser là-dedans sa force, qui n'est pas dans une acceptation maintenant tout à fait naïve, qui fait la part des choses, qui distingue aussi ce qui dans notre passé peut être utilisé pour fonder un meilleur avenir et de ce qui est évidemment à rejeter. Pour moi, notamment, le grand critère, c'est évidemment quels sont les liens ou les valeurs en lien avec la transcendance, qui sont évidemment, quelles sont les créations culturelles qui sont en lien avec la quête de transcendance, qui sont évidemment absolument à accepter, à continuer, ou quels sont plutôt les éléments purement matérialistes, purement rationalistes, etc., qui nous ont menés dans le pétrin dans lequel nous nous situons actuellement. Donc cette notion d'espérialisme implique véritablement un patriotisme européen qu'on pourrait appeler, si on le veut, conservateur, tout en sachant que pour moi, ce terme de conservateur n'a plus beaucoup de sens, parce que bon, qu'est-ce qu'il s'agit de conserver? Est-ce qu'on veut conserver les années 80? Je ne crois pas. Est-ce qu'on veut conserver l'héritage de 68? Je ne crois pas non plus. Est-ce qu'on veut conserver maintenant les problèmes idéologiques d'entre les deux guerres? Non plus. Donc on n'a plus grand-chose vraiment à conserver. Les choses que nous voulons conserver remontent beaucoup plus loin dans le passé et relèvent plutôt d'une opposition fondamentale qu'on a connue pendant toute l'histoire européenne, où on est soit
dans l'enracinement et dans la transcendance, qu'on est dans, pour utiliser une terminologie un peu plus moderne, qu'on est un somewhere qui a sa place, qui est ancré à la fois dans un terroir mais aussi dans une foi, ou est-ce qu'on est un anywhere qui pourrait être n'importe où, qui est universaliste, cosmopoliste, pseudo-humaniste, mais de fait absolument athéiste et finalement nihiliste, donc wokiste. Donc je crois qu'il y a ces deux forces-là qui s'affrontent. Moi, l'expérialisme, je la rattache évidemment beaucoup plus à la première notion, et donc est-ce conservateur dans le sens qu'on dit aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je parle de valeurs conservatrices, on comprend généralement ce que ça veut dire et vers où pourrait aller une telle Europe expérialiste. David Engels, est-ce que les élections européennes intervenues au début du mois ont consacré, selon vous, dans les différents pays de l'UE, ce patriotisme européen, et à défaut, quelle stratégie pour porter demain l'expérialisme en Europe ? Question extrêmement difficile, et la question qu'il faut évidemment se poser d'abord, est-ce que le politique a encore même l'importance qu'on veut lui donner, car aujourd'hui cette bataille pour l'identité européenne, parce qu'il s'agit de là, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe c'est plutôt justement les valeurs universalistes désincarnées d'une technocratie bruxelloise, ou est-ce que cette Europe c'est plutôt le oui à 1000 ans d'histoire et à surtout une certaine identité? Et là, évidemment, la bataille principale, elle se joue probablement même pas dans les parlements, mais dans la bataille pour les esprits. Et là, de ce côté-là, quelqu'un qui dirigerait Twitter, TikTok, Netflix a évidemment 1000 fois plus d'importance qu'un quelconque chef d'État européen. Ça, il faut très bien se dire, et la défaite des conservateurs polonais a très bien montré que le contrôle politique ne vaut pas grand-chose s'il ne s'allie pas aussi d'un véritable contrôle du domaine culturel. Mais ceci dit, c'est sûr que les élections récentes ont bien montré que des partis, pour utiliser ce mot-là, conservateurs, mais pro-européens en même temps, pour une Europe plutôt identitaire que bruxelloise, ont certainement le vent en poupe. À la fois dans l'ICA et dans la AID, on a vu que de plus en plus de partis de droite commence à embrasser l'idée européenne, se détourne du souverainisme un peu chauviniste primaire qui croit que toutes les autres nations européennes sont des ennemis héréditaires et que c'est juste la France, juste l'Allemagne, juste l'Italie qui doit survivre toute seule dans un monde composé d'ennemis. Cette vision-là, elle semble vouée à l'échec, elle est en train de disparaître peu à peu. Je crois que c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et donc la droite a compris, je crois, qu'il faut embrasser le projet européen pour l'utiliser en tant qu'instrument de sa propre lutte, pour une restitution justement d'une Europe telle que nous la définissions. Donc de ce côté-là, je crois que ça a montré un certain succès de ces positions-là, que je vois avec un certain accord. Maintenant, reste à voir, est-ce qu'on va pouvoir former cette grande coalition, ce grand groupe parlementaire pour donner un certain poids à cela? Est-ce qu'on est à temps encore pour changer quoi que ce soit? Est-ce qu'on va être marginalisé de toute façon en tant que, par un cordon sanitaire qui va défendre finalement tous les partis plutôt établis contre la droite? Donc là, je suis assez sceptique si des changements qui viendraient surtout au niveau européen pourront jamais venir à temps pour changer quoi que ce soit d'autre. Moi, j'ai l'impression que la véritable lutte, elle se joue sur le terrain culturel, mais aussi sur le véritable terrain, c'est-à-dire sur les nombreuses crises qu'on va attendre, vers où la France va aller, et surtout la France, évidemment, et de savoir est-ce que durant ces crises-là, durant cette décennie probablement très difficile vers lesquelles on va, dans lesquelles on se trouve déjà d'ailleurs, surtout en France une fois de plus, est-ce qu'il va pouvoir y émerger une solution qui pourrait faire école dans toute l'Europe? Et ça, évidemment, tout ce combat-là, il est encore à mener. Bon, évidemment, maintenant, les élections imminentes en France, les élections
anticipé, décrété par Macron, semble pouvoir être un premier pas assez important et assez intéressant vers un changement de paradigme, mais on pourrait se poser la question si de ces élections va immédiatement émerger quelque chose de fondamentalement positif qui changera la donne de tous les Français, ou est-ce que c'est plutôt le début d'une phase chaude et difficile de lutte quotidienne, à la fois politique, mais probablement même dans les rues, donc avec un genre voir que la crise ou les différentes crises qu'on a connues à Paris ou en France avec littéralement les faubourgs et les banlieues hors contrôle, est-ce que ça va plutôt se généraliser avec un changement politique, est-ce que les élections vont peut-être plutôt devenir le catalyseur d'une transformation difficile mais nécessaire, ou au contraire, est-ce qu'on va vers une confirmation du système politiquement correct qui risque d'agrandir encore la matière à conflit et qui risque de faire durer en longueur. Donc je crois qu'aujourd'hui on a le choix d'une véritable transition paisible, organique, et assez, je crois que ce choix-là, c'est trop tard, et les seules alternatives que nous avons, c'est soit faire durer les choses, quitte à voir le tout exploser plus tard quand ce sera vraiment très difficile, ou avoir déjà une grande crise qui débuterait maintenant, mais à la fin de laquelle on aurait au moins encore de la matière sur laquelle une reconstruction expérialiste sera possible. Donc c'est un peu ma vision, probablement un peu pessimiste, des choses. Alors, vous identifiez dans votre ouvrage aussi une ruse de l'histoire dans ce système européen devenu oligarchique. C'est le salut possible par la concurrence demain entre des oligarques, et notamment des oligarques plutôt conservateurs. Oui, tout à fait. C'est ce système que j'ai appelé le socialisme des milliardaires, d'ailleurs un terme emprunté à Oswald Spengler, qui l'utilise une fois, et pour désigner ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'au fond, la démocratie parlementaire telle qu'elle avait été imaginée dans le 19e siècle est partiellement réalisée au 20e siècle et encore, s'est transformée de plus en plus en une oligarchie où de fait on a quelques grands oligarques en haut. Douzaines de personnes peut-être du style Bill Gates, Elon Musk, Soros, Zuckerberg et des autres, qui ont un pouvoir absolument immense, qui est beaucoup plus important finalement que celui du Premier ministre de la Tchéquie ou peut-être même de la France. Et d'un autre côté, on a les larges masses qui vivent de plus en plus dans un régime de fait qui n'est plus capitaliste mais qui est socialiste et qui est régi par l'État, qui est dirigé par des plans qui en grande partie dépendent des allocations sociales, etc., etc. Donc je crois que c'est un peu la fusion entre le socialisme d'un côté et un genre de capitalisme débridé qui est en train de se former. Les deux qui s'allient évidemment très bien parce que leur fondement est le matérialisme de part et d'autre, donc ça explique assez bien pourquoi nous sommes là où nous sommes. Et je crois que jusqu'à maintenant, ces différents oligarques ont collaboré ou coopéré les uns avec les autres quand il s'agissait finalement de détruire tout ce qui était classe moyenne, d'établir ce régime donc oligarchique qui n'est pas sans ressembler d'ailleurs à la fin de la République romaine, et jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à il y a quelques années, ça se passait encore dans une certaine harmonie, mais là, tout doucement, comme toujours, quand le pouvoir se réduit, d'une cinquantaine à une vingtaine et puis à une dizaine, commence bientôt la lutte pour le tout. Et là, finalement, c'est la domination sur l'entièreté de ce qu'on appelle l'Occident, qui est tout doucement en cours. Et c'est pour ça que je crois que ce système oligarchique basé sur une idéologie plutôt de marxisme culturel jusqu'à maintenant, va s'ouvrir, va se repolitiser, car certains oligarques commencent à remarquer, et Elon Musk est le meilleur exemple pour cela, que du côté de la droite, il y a beaucoup d'appui
à chercher. Et bon, Musk est évidemment très loin d'être maintenant un champion d'un conservatisme traditionnaliste identitaire, c'est plutôt un libertarien, évidemment, mais on voit déjà certains signes assez intéressants qu'il se dit, tiens, si moi je joue plutôt l'autre carte que les autres, j'ai un petit bénéfice et un petit avantage devant eux. Et donc je crois qu'il y aura tout doucement une repolitisation de ces personnes-là, et à fur et à mesure que surtout l'Europe, mais probablement aussi que les États-Unis vont tomber dans l'anarchie, ce qui est déjà de fait le cas de nombreuses régions en France, et d'ailleurs dans d'autres pays, eh bien ces personnes-là qui contrôlent les médias, qui contrôlent une bonne partie de l'économie, qui contrôlent tout ce qui est communication, qui vont aussi, je crois, vouloir contrôler de plus en plus le domaine politique et des domaines de sécurité. Et je crois que là, on sera vraiment avec un pas déjà dans ce que les Romains ont connu comme guerre civile, qui était une guerre entre ces différents oligarques. Et là, je crois que c'est probablement comme ça que on pourrait imaginer la transition chez nous, donc pas comme une lutte de véritable armée, voire de pays les uns contre les autres, mais plutôt de grands oligarques, de systèmes claniques qui vont rivaliser par rapport au contrôle des moyens de communication, des moyens de production, de certaines forces d'organisation policière, militaire, et c'est un peu cette ruse de l'histoire qui pourra nous mener à la fin un genre de stabilisation qui serait dès lors plutôt conservatrice, traditionnaliste que maintenant de gauche et de marxisme culturel comme aujourd'hui. Merci infiniment, David Engels, d'avoir répondu à nos questions sur TV Liberté. Je rappelle le titre de votre ouvrage, votre dernier ouvrage, nouvel ouvrage, Défendre l'Europe civilisationnelle, sous-titré Petit traité d'espérialisme. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps, et chers téléspectateurs, vous pourrez retrouver l'ouvrage de David Engels, le nouvel ouvrage de David Engels, sur notre boutique en ligne. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à aimer cette vidéo, c'est important pour notre référencement. À très bientôt sur TV Liberté. Merci aussi, au revoir.